Bonjour et bienvenue. Face à l'infatigable flot de cyberattaques, on oppose souvent les manques de moyens, les manques de ressources, de talent aussi. On oublie parfois ce sentiment de fatigue, de lassitude qui peut toucher les équipes dû à un sentiment d'impuissance. Alors mon premier invité dans Smart Tech aujourd'hui, Vladimir Kola de Patrol, va nous proposer, au-delà des solutions technologiques, un changement d'attitude que je pourrais résumer autour de l'union, la mutualisation et puis l'automatisation. Ensuite, dans Smart Tech, autre sujet à la une, ce sont les NFT, avec un débat d'opinion. J'aurai deux confrontations d'idées avec deux invités très opposés. L'un fait partie des pionniers du mouvement des NFT, pionniers convaincus, et l'autre y voit plutôt un puits d'arnaque. Enfin, on conclura ce Smart Tech par notre rendez-vous, l'alerte cyber, avec des news du cybercrime. On restera dans cette thématique jusqu'au bout pour évidemment toujours rester en éveil. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. On parle donc cybersécurité pour démarrer. Comment faire face à la lassitude ? Alors, il y a ce type de constat que l'on peut faire en cybersécurité, ces attaques qui vont croissant, les moyens restreints, les équipes cyber parfois épuisées. Bonjour Vladimir Kola, vous êtes le directeur général de Patrol, c'est une toute jeune start-up française de la cybersécurité. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans une impasse quand on affiche ces trois affirmations ? On se dit, mais comment va-t-on s'en sortir finalement ? Alors, bonjour, oui c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on peut faire une analogie par rapport à la criminalité normale, c'est-à-dire des rues, où finalement les forces de l'ordre ont affaire à la criminalité locale. Et là finalement, un défenseur en France a affaire à des gens à l'autre bout du monde, partout sur la planète, avec une capacité à automatiser les attaques qui est vraiment difficile à traiter. Donc effectivement, il y a un petit sujet de lassitude et de perte de moyens par rapport à toutes ces menaces. Il y avait une enquête d'ailleurs menée, je crois, par le Clusif sur oui. une forme de déprime finalement dans les équipes des responsables de sécurité des systèmes d'information. Oui, globalement, on sent, on le disait, une lassitude, une certaine déprime, les gens baissent un peu les bras, mais après, il ne faut pas non plus exagérer, parce que si on prend les statistiques du pire, c'est-à-dire des suicides, et un peu moins pire, entre guillemets, de tout ce qui va être dépression, les métiers dans lesquels on travaille ne sont pas ceux qui ont le plus ce genre de problématiques. Au contraire, c'est plutôt des métiers de cadre, donc je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes de suicide, de dépression, mais globalement, c'est très éloigné des autres. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui changent de métier. On manque justement de ressources. On manque gravement de ressources parce que la France, l'Europe, même le monde ne forment pas assez d'ingénieurs. Donc on essaie de trouver dans d'autres filières des talents, mais il y a un vrai problème aussi de ressources à la base. Bon, on a la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui nous dit aussi, on a un autre problème, c'est que si tout est connecté, tout peut être piraté. Aujourd'hui, on peut prendre le problème isolément de chaque entreprise, mais une des grandes problématiques, c'est qu'elles sont toutes reliées les unes aux autres. Oui, alors il peut y avoir un effet de boule de neige, comme on l'a vu il y a quelques années avec une attaque russe contre l'Ukraine qui a eu des effets de bord sur des entreprises en Europe, comme Saint-Gobain, l'attaque NotPetya. Et donc oui, après, comme tout est interconnecté, on peut tout protéger. Oui, évidemment. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'aujourd'hui on pense la cybersécurité comme un problème macro finalement et non micro? Est-ce qu'il faut sortir de la vision protection de chaque entreprise pour la penser plus au niveau européen? On sait qu'on on essaye de dessiner cette cyberdéfense européenne. Ça se fait aux deux niveaux en fait. Mais effectivement, au niveau macro, il faut joindre nos forces en tant qu'Européens des différents pays. Il y a certains pays qui sont très avancés, d'ailleurs qui donnent des formations. Il y a l'Ukraine, la Roumanie qui sont très avancés dans ce domaine-là et qui proposent des formations. Il y a beaucoup d'étudiants en France qui vont là-bas pour étudier 1 an. Mais on a aussi de très très bonnes formations en France. Mais c'est aussi une décision politique d'associer nos différents pays, nos différentes forces pour essayer de justement se défendre et protéger nos entreprises. Et qu'est-ce que ça veut dire unir nos forces, très concrètement, je veux dire, dans la cyber? Il y a plein de moyens de le faire. Déjà au niveau politique, c'est avoir des législations qui sont les mêmes, qui permettent de protéger à la fois notre souveraineté et d'avoir des suites judiciaires à toutes les attaques. Ça peut être également joindre les forces des entreprises, s'associer en tant qu'entreprise. Effectivement, localement, nous sommes concurrents, mais si on prend une vue plus globale, là, il faut que nous nous associons pour travailler ensemble. Typiquement, je fais partie d'une association qui s'appelle Exatrust, qui en fait rassemble les acteurs français de la cybersécurité, oui, qui était française et qui maintenant s'étend à l'Europe et qui a même des concurrents au sein de l'association, mais qui a pour but vraiment de nous rassembler tous ensemble pour apporter des solutions. Il y a une doctrine aujourd'hui européenne sur la cybersécurité ? Il y a une doctrine européenne, il y a une doctrine par pays. La France a publié il y a 1 an et demi, je crois. Quelle est la doctrine européenne ?
Elle est complexe parce qu'elle parle à la fois de la défense et de l'attaque, qui est assez différente de, par exemple, je prends l'exemple de la doctrine américaine. Nous, on est plutôt le pays des Lumières, donc on est plutôt modéré. On a plutôt tendance à vouloir protéger, pas forcément attaquer, pas forcément répondre tout de suite, pas forcément pointer du doigt les gens, en tout cas ceux qui sont les attaquants. On a plutôt tendance à vraiment vouloir protéger, sensibiliser. Voilà. Et il vous semble que cette stratégie d'Union européenne, elle prend forme? Qu'est-ce que vous trouvez aujourd'hui comme avancée et quels sont les freins qui subsistent? Ça commence. Le plus gros sujet, ça a été GDPR, donc le Règlement sur la protection des données personnelles. Exactement. Voilà. Qui pose déjà une première base pour protéger les données de tout Européen. Donc ça, c'était une première bonne chose. Après, il y a aussi des règlements plutôt techniques qui s'appellent le NIST qui sont en cours de mise en place. Il y a la suite qui arrive, qui sont là des corpus documentaires plus techniques, qui présentent les choses de comment on sécurise, comment on protège. Il y a des choses Il va comme ça imposer qui aussi avancent. des obligations au niveau Exactement. des collectivités. Alors ça va commencer. Alors en France, on a les OIV, donc tous les organismes Donc les d'importance opérateurs vitale. d'importance Ouais. vitale. Pardon, je parle beaucoup avec des... Oui, qui visent à mettre un certain nombre d'exigences sur certaines entreprises qui sont vitales pour la France. Je donne un exemple, mais si l'eau est coupée demain en France, c'est problématique. Donc les entreprises qui travaillent dans ce secteur, certaines, ont des obligations de sécurité, de se protéger pour justement éviter de gros incidents. Alors, si je reviens à ce qui se passe au niveau micro, au niveau des entreprises et de leur manière de se protéger. Déjà, on a passé cette crise Covid-19 qui a changé énormément les méthodes de travail. Oui. Est-ce que ça a permis de faire émerger de nouvelles méthodes plus efficaces ou moins efficaces? En fait, c'est un effet secondaire de l'effet beaucoup de télétravail où finalement beaucoup d'entreprises se sont retrouvées à devoir exposer beaucoup de choses sur Internet qu'elles n'avaient pas l'habitude d'exposer précédemment. Des accès distants, du mail, des applications, des choses comme ça. Enfin, le mail, pas forcément. Mais, Oui, mais j'imagine que ça a accéléré les prises de conscience au niveau les attaques. accéléré les attaques, mais Oui. je veux dire aussi au niveau des conseils d'administration des grands groupes, ils se sont aperçus de la nécessité de protéger tous ces actifs. Je suis pas sûr, alors peut-être avec aujourd'hui, mais je suis pas sûr que ce soit remonté jusque-là. Côté Pour vous, technique, les responsables de sécurité ne sont pas suffisamment représentés dans ces conseils d'administration? c'est rare. Ça commence depuis quelques années. On commence à voir les responsables sécurité représentés au niveau des COMEX, enfin des comités de direction. C'est quand même rare. Et je ne suis pas sûr que les directions aient vraiment conscience des enjeux. Ça commence avec les incidents, j'en parlais tout à l'heure, de Saint-Gobain, où l'entreprise a quand même été coupée totalement, enfin tout son système d'information a été coupé pendant quelques semaines. Ça commence, mais je ne suis pas sûr que les directions aient totalement encore conscience des enjeux de la cybersécurité. Bon, puis quand on s'appelle Saint-Gobain, ça va. A priori, on a des budgets à débloquer. Comment ça se passe pour les plus petites structures? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Parce qu'on voit bien que tout est interconnecté. On en a parlé aussi avec les sous-traitants. Il peut y avoir des grands groupes très protégés, mais finalement qui subissent des attaques du fait de la fragilité des systèmes d'information de leurs sous-traitants. Oui. Comment est-ce qu'on règle ce problème? C'est très compliqué. Il y a énormément de choses à faire, beaucoup de choses en amont du défensif. Au-delà de dire il faut qu'ils débloquent des budgets, mais les budgets, ils ne les ont pas forcément. Comment on s'organise? Encore une fois, c'est très compliqué. Enfin, encore une fois, pour les entreprises de taille moyenne et grande, elles ont les budgets, ça va. Les petites entreprises, aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Il y a plein d'entreprises qui proposent des solutions, des entreprises de la cybersécurité, qui proposent des solutions pas très chères, accessibles, qui permettent de vraiment être en amont, donc de protéger, de défendre. Par contre, ça reste quand même compliqué. La cybersécurité, malheureusement, ça a un coût. Et donc, les toutes petites entreprises n'ont pas forcément les budgets pour accéder à ces coûts. Après, il y a tous les prestataires de services, que ce soit des hébergeurs, des infogéreurs, qui sont souvent de plus grosses entreprises. Là, par contre, c'est plutôt au niveau politique. Il faut leur imposer un certain nombre de règles pour qu'eux soient sécurisés et donc apportent des services sécurisés aux petites entreprises. Bon, mais si je vous ai invité, c'est parce que vous êtes une toute jeune entreprise cyber et donc vous arrivez aussi avec une façon de penser un peu différente de vos prédécesseurs. Et ce que j'ai lu dans vos déclarations, c'est que vous preniez justement l'union, la mutualisation et l'automatisation. Qu'est-ce qu'on peut mutualiser et davantage automatiser aujourd'hui en matière de cybersécurité? On peut mutualiser beaucoup de choses. Déjà, les forces humaines et surtout mutualiser l'effort par client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que nous faisons pour un client, nous pouvons le faire pour 10 clients avec un coût pas forcément beaucoup plus élevé. Et surtout, nous avons fait le pari de l'automatisation, de l'ultra-automatisation, de l'hyper-automatisation. L'idée, nous en parlions tout à l'heure, c'est que c'est très compliqué de recruter dans notre domaine. On manque de ressources, on manque de talents. Et donc, il faut quand même sécuriser, il faut quand même trouver des solutions. Et donc, l'automatisation,
l'hyper-automatisation permet de régler une partie du problème. Mais ça, aujourd'hui, toutes les solutions de sécurité fonctionnent sur ce principe d'automatisation. Dans les faits, pas réellement. Donc jusqu'où on peut aller? À terme, nous essaierons de remplacer l'humain. Aujourd'hui, nous avons à peu Complètement, près... c'est-à-dire? Complètement, je ne sais pas si on y arrivera. Aujourd'hui, on fait à peu près 2 tiers d'automatisé et 1 tiers d'humain. Et nous travaillons à augmenter ce taux, peut-être d'arriver à 80-90% d'automatisation. Sur quelle partie de la cyberprotection? En fait, nous, ce que nous faisons, c'est nous essayons d'identifier toutes les problématiques de sécurité qu'ont les entreprises par rapport à tout ce qu'elles exposent à Internet. Finalement, ce que font les cybercriminels, c'est ils balayent Internet, essaient de trouver des vulnérabilités et après ils rentrent. Donc nous essayons de faire pareil, mais de façon beaucoup plus rapide pour nos clients et donc d'identifier toutes les problématiques de cybersécurité avant qu'un attaquant ne puisse les exploiter. Mais je vous suis pas. Je vous C'est-à-dire donne que une demain, analogie. on pourrait ne plus avoir de responsable de sécurité des systèmes d'information. Non, il y aura toujours quelqu'un qui signera l'échec, mais Alors, je vous donne une analogie. quelle est la frontière? Ouais. Alors, c'est plus nous, finalement, c'est comme si vous étiez en maison, vous partez en vacances et constamment, on va essayer de taper à votre porte, essayer de un peu voir si la porte est ouverte, voir la marque des fenêtres, est-ce qu'il y a un problème avec ces fenêtres, est-ce qu'il y a un moyen de l'ouvrir, regardez si vos fenêtres sont ouvertes ou fermées, et de faire ça continuellement. Et quand il y a un problème, nous vous alertons et vous revenez chez vous et vous réglez le problème. C'est un petit peu ce que nous faisons. Merci beaucoup Vladimir Kola, directeur général de Patrol, pour nous avoir parlé de ce constat sur aujourd'hui les forces cyber et l'union nécessaire. C'est l'heure de notre talk. On va parler des NFT avec vraiment un gros désaccord sur l'intérêt ou non de cette nouvelle rupture technologique. Alors, je ne sais pas dans quel camp vous êtes derrière votre écran. Est-ce que vous croyez à la révolution des NFT ou alors pas du tout? On en parle justement avec 2 invités qui ont un regard assez contradictoire sur cette question. Gabriel Mamoumani, fondateur de Panda Dynasty Studio. Bonjour. Bonjour. Panda Dynasty Studio, c'est donc une société de développement de jeux communautaire pour le Web3, donc pionnier des NFT. Et nous avons également en visio avec nous Arnaud Chaudron, qui est business analyst et fondateur du média Geekzone, qui a écrit une tribune fort critique, c'est le moins qu'on puisse dire, sur les NFT. Bonjour. Merci d'être connecté avec nous. Alors, je vais commencer avec Gabriel Mamoumani, qui est en plateau avec moi, priorité au plateau quand même. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie de vous lancer sur ce marché des NFT? En fait, l'année dernière, en été 2021, il y a eu une sorte de superbe élan sur les communautés Web3, en particulier sur Twitter, avec un intérêt de co-construire, grâce à des communautés, des projets en engageant et en animant des membres, en particulier sur le réseau Discord, afin de construire des projets, donc ça peut être des jeux, ça peut être des projets artistiques, qui intègrent de manière très profonde les remontées de la part de la communauté. Et ce sont les outils Web3 qui permettent ce genre de choses. Alors oui, plus précisément, comment le NFT change la donne pour vous là-dessus? Alors le NFT, il faut revenir à la définition de ce terme. Le NFT, c'est un droit de propriété au format digital. Donc la meilleure définition serait de le comparer à une carte grise, à un certificat d'authenticité ou même une facture qui vous permet de prouver la propriété de tel ou tel bien. Donc c'est associé à l'objet numérique? Absolument, c'est un objet numérique qui appartient dorénavant réellement à des personnes qui peuvent le prouver grâce aux technologies de la blockchain. C'est un outil qui a... C'est une petite révolution dans le monde virtuel qui permet réellement de prouver à quel point j'ai un droit de participation dans tel ou tel projet ou dans tel ou tel jeu vidéo. Alors moi je sens un premier point de désaccord du côté de Arnaud Chaudron, puisque moi j'ai lu votre papier, et premier désaccord c'est c'est peut-être pas sur la définition, mais c'est sur le fait que le lien entre l'objet numérique et le NFT soit si puissant et profond. Tout à fait, parce qu'en fait, ce qui est très souvent utilisé, c'est de dire que le NFT est lié à la blockchain et qu'effectivement, du coup, la propriété de l'objet va se faire son problème. C'est un raccourci qui est malheureusement faux. Il faut savoir que le NFT lui-même, l'objet numérique, le produit, est vraiment un mauvais produit. C'est-à-dire que vous avez en fait juste acquis un pointeur. Quand vous achetez un NFT, vous achetez effectivement... Alors la carte grise,
comme métaphore, je suis pas trop d'accord. On est plus au niveau du ticket de caisse, le petit ticket de caisse, même pas une vraie facture très détaillée. Ce qui va se passer, c'est que derrière ce NFT, vous avez juste le numéro de votre wallet, votre portefeuille numérique. Vous avez un identifiant qui va définir en fait sur la blockchain justement l'objet, et derrière vous avez un pointeur qui vous emmène sur un site. Voilà, c'est comme une URL si vous voulez. Et derrière, il n'y a aucune garantie que l'objet qui est pointé, et il y a, pour être complet, il y a aussi une petite description de ce qu'on est censé trouver à la fin de cette URL. Et derrière, il y a absolument aucune garantie que l'objet derrière va être intéressant, enfin va être le bon. Si le serveur disparaît, le produit disparaît. Si on vous le remplace ou on vous le hack, ou le site web se fait hacker, il y a un problème qui n'est pas du tout géré au niveau du NFT. Tout ça est géré par des places de marché, et ces places de marché en fait centralisent complètement les NFT, ce qui flingue au passage l'argument de la décentralisation, ce qui est totalement faux, puisque tous les achats de NFT sont complètement liés et à la blockchain avec laquelle ils ont été faits, et derrière avec la plateforme sur laquelle ils vont être vendus, échangés, etc. Arnaud Chaudron, gardez quelques arguments pour après, qu'on puisse quand même débattre. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'ici, on est face finalement à une technologie qui est fragile, que ce lien entre l'objet numérique et le NFT qui prouve la propriété, il est fragile technologiquement. Est-ce que pour autant, je vais essayer quand même de faire répondre Gabriel Mamoumani, est-ce que pour autant, ce point-là, pour vous, est un problème qui pourrait mettre en danger l'avenir des NFT? Je pense pas. D'abord, pour répondre à la dimension de la fragilité de ce type de technologie, en effet, elles sont extrêmement récentes. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait énormément de construction en ce moment. En fait, il faut essayer de comprendre pourquoi, c'est quoi la philosophie derrière ces mécaniques. Ce sont des philosophies qui viennent plutôt justement de concepts de décentralisation, puisque on est arrivé avec un Web 2 qui a été complètement phagocyté par des GAFAM qui sont complètement propriétaires à la fois des contenus qui sont postés sur les grandes plateformes comme Facebook, Twitter ou Instagram, et aussi des données. Les données sont propriétaires de ces géants. Et l'idée de cette décentralisation à travers des technologies Web3, de la blockchain et des NFT en particulier, c'est de donner un petit peu plus de pouvoir, un petit peu plus de droits aux utilisateurs, puisque grâce à leur wallet, ils sont capables de prouver cette propriété. Alors, il peut y avoir des problèmes de serveurs, en effet, comme il a été évoqué, mais la propriété, elle existe réellement. Et ensuite, d'un point de vue de la décentralisation, en effet, il y a des plateformes comme OpenSea, par exemple, qui concentrent les audiences et donc organisent les achats-reventes, mais la réalité de la propriété reste pour les détenteurs de wallets, et plus... Alors, il y a un concept intéressant du smart contract. Plus les smart contracts seront publics et seront accessibles au public, plus on aura la possibilité de sortir des logiques des grandes plateformes comme OpenSea, et donc de donner encore plus de poids à la décentralisation. Arnaud Chaudron, donc deux arguments. C'est vrai qu'on a une technologie neuve. Bon, c'est pas la seule techno fragile entre nous dans le numérique. Et puis ensuite, deuxième chose, c'est vrai que là, on change le paradigme de la propriété. C'est-à-dire qu'on était passé d'une époque où on était entièrement propriétaire de ce qu'on achetait dans la vie physique, réelle. Ensuite, on a pu télécharger. On est passé plutôt à la mode du streaming. Aujourd'hui, on est totalement dépossédé finalement de nos propres contenus. Là, ces promesses autour du NFT, est-ce qu'elles ne vous intéressent pas? Est-ce que vous n'y croyez tout de même pas du tout? J'y crois pas du tout, parce que le produit est très mauvais. Si vous regardez, d'ailleurs, le marché commence à ne pas y croire parce que les courbes sont catastrophiques au niveau depuis un an là. La problématique, c'est que le NFT ne règle aucun problème lié à la possession, c'est-à-dire que ça ne gère aucun problème lié à la propriété intellectuelle. Quand vous achetez un NFT, vous n'avez aucune garantie que la personne qui vous le vend était propriétaire de l'objet qui est, des données, que ce soit une image, une musique, etc., qu'on a mis en vente. Il faut savoir qu'OpenSea, pendant un moment, ils étaient à plus de 90% de création graphique volée, en fait, qui était automatisée. Les mecs allaient pomper des sites de création graphique qui allaient minter des NFT pour les revendre derrière. Donc ça a évidemment été un gros problème, puisque
derrière le beau discours que les graphistes, les illustrateurs, etc., allaient avoir, ou les artistes en général allaient avoir comme ça accès à une nouvelle plateforme qui leur permettrait d'être propriétaires, parce qu'il y a une notion qui était très mise en avant pendant longtemps, c'était la notion de royalties. Donc effectivement, dans smart contract, on peut définir quand on fait un NFT quel pourcentage du créateur original, enfin quel pourcentage d'argent va être touché à chaque revente par le créateur original. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a des gens qui ont simplement été volés plein de données et les ont revendus et touchent à chaque revente. Mais il n'y a aucun moyen justement de prouver en amont que la personne qui mint le NFT est bien propriétaire de la création artistique. Il n'y a aucun moyen de transférer correctement derrière ces problèmes de copyright. D'ailleurs, maintenant aujourd'hui, c'est quelque chose qui est discuté dans la communauté. Il y a encore un article qui est sorti il n'y a pas longtemps sur Coinbase autour de ça, parce que même pour la gestion du copyright, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils devraient utiliser, et c'est une problématique assez lourde. Et puis, quand on enlève les beaux discours d'intention qui sont quand même beaucoup liés à des envies de business et d'investissement, il y a un problème derrière qui est très net. Allô. Ouais, vous allez revenir. Cette question de l'effondrement du marché, on a surtout un effondrement du côté des crypto-monnaies. Est-ce que les NFT peuvent être une victime collatérale ? En équivalent fiat, c'est-à-dire en équivalent de monnaie traditionnelle, en euros, en dollars, oui, il y a une baisse. Mais la réalité, c'est que le prix des collections en Ether, en Ethereum, qui est la principale monnaie qui est utilisée aujourd'hui pour la création de ces collections NFT, est assez stable en réalité. Il y a eu des chutes de 5%, 10%, mais on est très très loin des chutes vertigineuses des 70% de baisse de l'Ether ou de Bitcoin depuis 6 mois. Donc je pense que c'est... Et puis c'est un investissement peut-être plus long terme, le NFT aussi. Moi, je ne parlerai pas forcément d'investissement. Je trouve que c'est une technologie qui est extrêmement intéressante de pouvoir détenir une partie d'un projet à travers ce genre d'outils. On a face à nous une communauté de crypto-enthousiastes qui représente peut-être au grand maximum 1 million, peut-être 2 millions de personnes à travers le monde, et qui a envie d'aller plus loin dans son engagement et sa participation autour de projets web. Et donc, le fait de détenir cet objet, c'est pas forcément un investissement. L'objectif n'est pas forcément la spéculation, mais plutôt une évolution des usages dans le monde d'Internet. Moi, j'avais bien aimé aussi cette notion qu'un autre féru de NFT m'avait transmis, c'était finalement on passe de la propriété privée à une propriété plus publique avec le NFT. C'est vrai. C'est une forme différente de propriété qu'on est en train d'expérimenter. Absolument. Je suis un peu surpris quand j'entends qu'on a du mal à déterminer la propriété. Là, pour le coup, tout est visible, tout est accessible. C'est comme même ça, l'avancée de la blockchain, c'est que la base de données est transparente. Et donc, il est tout à fait possible de déterminer quelle wallet est propriétaire de quelle donnée. Et donc, c'est à la fois le NFT une dimension de rendre plus transparente et plus publique les échanges qui se réalisent sur Internet. Bon, alors moi j'entends aussi les arguments d'Arnaud Chaudron, hein. J'entends bien la problématique de sécurité, de fiabilité de cette technologie. C'est vrai que j'ai aussi tenu des débats sur la blockchain. J'essayais de faire expliquer pourquoi les crypto-monnaies se faisaient pirater alors qu'on nous disait que la blockchain c'était quelque chose qui était inviolable. Bon, donc on voit bien qu'on a un problème de centralisation, de plateformes qui peuvent être attaquées, que finalement on est dans un système où on revient à la centralisation. Mais Arnaud Chaudron, je voulais vous faire réagir sur cette émergence quand même de nouveaux acteurs où on a l'impression de revivre un peu les débuts d'Internet. De toute façon, il y a un énorme coup à jouer pour eux. Effectivement, c'est aussi pour ça que tout à l'heure, je reviens sur la notion de propriété. La propriété, en amont, en fait, oui, une fois qu'elle est inscrite dans la blockchain, on est propriétaire. La personne peut prouver qu'elle l'est, mais comme on parlait de NFT, donc de création artistique, c'est en amont la problématique. Et on ne sait absolument pas que la personne qui a minté le NFT est réellement l'auteur. Donc c'est là où il n'y a absolument pas de gestion de la problématique, et qui est une vraie problématique qui n'est pas d'ailleurs nouvelle. Mais pour les plateformes, oui, il y a plein de gens qui essayent de Comment est-ce qu'on pourrait la régler, justement, cette problématique ?
Elle est extrêmement complexe parce que justement la façon de gérer les portefeuilles numériques est un problème assez compliqué. On revient toujours sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chien, on utilise cette vanne depuis bien trop longtemps, mais on n'a pas le moyen de mettre en corrélation facilement le fait que vous êtes bien qui vous dites être sur telle ou telle plateforme. Et de toute façon, quand vous arrivez, quand vous mintez un NFT et que vous rajoutez le fichier quel qu'il soit, en disant voilà, maintenant celui-là il est à moi sur telle blockchain, il y a plusieurs problèmes. C'est que déjà vous en êtes propriétaire sur une blockchain, mais moi je peux tout à fait minter le même sur une autre blockchain par exemple. Et en plus, donc du coup, qui est le propriétaire de l'objet? Tous les deux en fait. Mais il y a une vraie problématique de transaction derrière, puisque qui est le propriétaire original, qui est la personne qui l'a créé et qui est donc censé toucher les royalties correctement si des royalties ont été définies, ce qui n'est pas forcément le cas. Et derrière, il y a une problématique de ces plateformes donc tout à l'heure, quand je parlais du marché, c'est pas forcément la valeur moyenne, hein, c'est vraiment le volume de transactions qui s'est effondré depuis un an, depuis que la mayonnaise est un peu en train de retomber. Mais on est vraiment sur des gens qui n'ont pas vraiment d'intérêt à trop réguler, puisque de toute façon, eux touchent, quel que soit le créateur, eux vont toucher sur chaque transaction. Donc il y a aussi une grosse partie de personnes qui sont motivées par l'avarice, hein, tout bêtement. Il y a beaucoup d'investisseurs. C'est le problème, Arnaud Chaudron, là, dont vous parlez, c'est le problème du tiers de confiance, finalement. Tout à fait. Tout à fait. Et eux, en plus. Alors là, je vais faire parler Gabriel Mamoumani un petit peu sur la question du tiers de confiance. Ça veut dire quoi? Qu'il faut que l'écosystème aussi s'organise là-dessus. Le principe, c'est justement de le supprimer. C'est-à-dire que... On a toujours besoin d'un tiers de confiance pour valider une transaction. C'est la grande technologie du smart contract qui permet de résoudre ce problème. En fait, le smart contract permet justement d'automatiser l'action de ce tiers de confiance. Et donc en réalité, par exemple, dans le monde de l'assurance ou dans le monde de la banque ou peu importe, on a toujours besoin d'une société tierce afin de valider que tel ou tel événement va permettre un remboursement ou une transaction. Là, aujourd'hui, le smart contract, c'est une technologie qui permet, gravée dans la blockchain, d'automatiser un événement et donc de permettre qu'une action qui se réalise de gré à gré, c'est-à-dire si je vous vends mon NFT ou si je vous loue mon NFT par exemple, ça passera directement par le smart contract et c'est lui, de manière automatisée, qui va valider que l'événement a été réalisé et donc que la transaction peut être faite, qui peut être une transaction de vente ou ou délivrer une royalties, par exemple. Pour vérifier la propriété du droit numérique à l'origine, pour vérifier que l'artiste est bien à l'origine de son œuvre. Là aussi, on a besoin d'un tiers de confiance. En fait, le système de plateforme doit jouer ce rôle-là. Oui, alors ça, c'est tout à fait juste. Il ne faut pas confondre le propriétaire du NFT et le créateur de la collection ou du NFT lui-même. Si le créateur fait un acte frauduleux, s'il copie, il y a eu des scandales de copie de grands peintres comme Picasso ou Magritte, par exemple, qui ont été copiés sur OpenSea. Là, en effet, les législateurs, les grandes institutions peuvent tout à fait intervenir pour identifier le créateur et le juger ou détruire cette collection qui n'a pas de réalité légale. Mais ensuite, le possesseur de cette collection, si la collection est légitime et si le propriétaire peut prouver la possession du NFT, là on peut tout à fait identifier que c'est bel et bien lui qui détient cet objet au format numérique. Ce sont des problèmes qui existent dans la vie réelle de copies, de copies par exemple d'objets de luxe ou dans le design par exemple, qui arrivent souvent. Et le législateur a toute sa part pour intervenir aussi dans le monde virtuel. Arnaud Chaudron, vous suivez un peu, j'imagine aussi, les questions de régulation aujourd'hui en Europe autour de ces sujets. Est-ce qu'il vous semble qu'on va dans le bon sens pour apporter davantage de sécurité dans ce domaine ? Ça va être un petit peu long parce qu'il y a un gros travail d'éducation justement à faire pour que les gens comprennent de quoi on parle. Tout à l'heure, on vient de parler de régulation et de gens qui pouvaient se retourner pour essayer de réguler tout ça. La problématique derrière, c'est qu'il est très facile de se cacher, entre guillemets, quand on copie et quand on industrialise en fait la vente et la création de faux, par exemple. Et c'est extrêmement compliqué de les gérer. Les créateurs de base n'ont pas n'ont pas
les ressources en fait pour s'en occuper. Les gens qui vont pouvoir agir, ce sont des grandes marques, par exemple Nike, pas mal de marques de luxe se sont déjà un petit peu énervés, surtout quand eux ont voulu essayer d'aller sur ce marché-là. Oui. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient déjà présents, mais pas du tout par eux en fait. Donc du coup pour eux c'était extrêmement compliqué et ça a été un petit peu une découverte. Maintenant les régulations, que ce soit au niveau de la blockchain, enfin des crypto-monnaies et des NFT en particulier, je pense qu'il y a énormément à faire et le marché du NFT et cette espèce de volonté de tout monétiser, pour moi, elle est extrêmement dangereuse. On parlait du jeu vidéo. Je travaille dans le jeu vidéo depuis 1993. On va s'arrêter là, Arnaud Chaudron. Je suis désolée, on arrive à la fin déjà de notre temps imparti, mais je sais qu'il suffit d'appuyer sur le bouton et que vous êtes parti. Donc, je vous réinviterai. On continuera d'en parler des NFT parce qu'ils ne sont pas quand même tout de suite morts. C'est quand même une tendance qui continue de prendre. Je signale, Gabriel Mamoumani, que vous avez rédigé un livre, 8088 Panda, les clés du succès d'un entrepreneur des NFT. Parmi ces clés, il y a la question de la sécurité à prendre en compte et je pense que vos deux points de vue nous ont permis de bien le comprendre. Merci à tous les deux. Merci Arnaud Chaudron, cofondateur de Geekzone.fr et Gabriel Mamoumani, fondateur de Panda Dynasty. Juste après la pause, on continue dans cette thématique de la sécurité puisqu'on va recevoir Damien Bancal pour nous parler des news du cybercrime. Vous regardez Smart Tech, l'émission qui vous parle d'innovation et de la nouvelle société numérique et aussi de tout ce que ça engage comme question de sécurité. C'est l'heure de notre alerte cyber avec Damien Bancal, fondateur de Zatas.com. Bonjour Damien. Bonjour Delphine. Bienvenue dans Smart Tech. On va parler de 3 actus du cybercrime qui viennent d'ailleurs de Zataz. On va parler d'escrocs qui sévissent sur des sites de vente en ligne. Et n'hésite pas d'ailleurs à nous appeler pour récupérer nos données bancaires. Vous allez nous expliquer tout ça. On va parler aussi d'un pirate que vous avez repéré qui commercialise des failles permettant d'attaquer Telegram, WhatsApp, Instagram. Et puis le service de veille de Zata va aussi repérer une vente de données qui laisse présager des cyberattaques de masse cet été à destination des assurés sociaux français. Je propose qu'on commence par cette dernière actualité. C'est 1 million de comptes d'assurés en vente. Oui, complètement. On a un véritable catalogue à la Prévert là, de malveillance ces derniers temps. La première, donc celle-ci, c'est une découverte qui date de la semaine dernière. Alors je me balade, comme d'habitude, dans le dark web et le darknet, où j'essaye de repérer des éléments malveillants, et je croise sur un espace de discussion pirate, la vente de données qui m'ont attiré l'attention. Alors je vais pas vous cacher la chose, il y en a énormément, sauf que celle-ci est proposée quoi donc pour $6 000, 1 million de données d'utilisateurs que le pirate dit très clairement appartenir au site amélie.fr. Alors, des données de connexion aux informations d'assurés santé, pour être plus précis. Ouais. Alors, j'ai pris contact avec le pirate via plusieurs identités. Vous doutez bien, j'y vais pas avec mon nom de Damien et de Zataz. Je voulais en savoir plus. Alors déjà, il ne fournit aucun échantillon. C'est plutôt rare, ça, parce que d'habitude, ils aiment bien mettre de temps en temps des petits échantillons pour attirer le chaland, le futur acheteur. Il indique par contre que ces commercialisations-là, elle est unique. On appelle ça du zero day, du jamais vu, du jamais utilisé, jamais exploité. Donc. Alors, pour le moment, j'en sais pas beaucoup plus. Le pirate propose de payer quand même un échantillon. Il n'est pas fou, c'est le fameux marketing de la malveillance. Alors, je vais être très clair avec vous. Pour moi, c'est éthiquement inacceptable. Donc, je n'achète rien, je ne vends rien, je vous le rappelle. Et en plus, ça serait du recel de données volées. Comment est-ce qu'il a pu se confectionner cette base de 1 million d'utilisateurs ? Alors, il ne faut pas s'inquiéter. Ça paraît évident, surtout qu'il y a des équipes super efficaces en face, l'assurance maladie. Il n'est pas passé par le serveur. Non. Par contre, moi, je subodore qu'il a d'abord utilisé la première des premières cyberattaques, le phishing. Vous savez, ce fameux hameçonnage où il se fait passer tout simplement pour l'assurance maladie. On reçoit des centaines de courriels qui vous expliquent que vous devez avoir votre nouvelle carte vitale, mais il faut payer pour la récupérer. Donc là, c'est un élément qu'il a pu exploiter pour confectionner sa base de données. Ensuite, c'est par le piratage de sites web. Il a piraté des sites web à droite, à gauche, et il regroupe les informations qu'après il va trier. Et le troisième, tout simplement, on est dans un vrai business de la malveillance. Donc quoi de plus simple aujourd'hui que d'acheter des bases de données. Alors lui, après, il a des millions et des millions d'informations, et que fait-il ? Il va les trier, il va les classer. Je vais prendre un exemple. Delphine, vous êtes inscrit au cinéma, vous êtes inscrit sur la chaîne, et vous êtes inscrit, par exemple, sur l'assurance maladie.
Le problème, c'est que vous utilisez le même mail et le même mot de passe. Ça, on sait que vous ne le faites pas. Hein. Non. Mais toujours est-il qu'il peut y avoir cet exemple-là. Et le pirate, en fait, il a tout le temps le passe-partout qui ouvre Amélie, le cinéma et votre bureau, par exemple. Et donc, il n'a plus qu'à confectionner des bases de données différentes qu'il va commercialiser entre plusieurs dizaines d'euros à plusieurs centaines de milliers de dollars. Et alors, quand on parle de phishing, ça se passe effectivement par mail, mais ça, de plus en plus par les messageries, par les SMS. Donc, ça me permet d'enchaîner sur l'autre actualité, des failles pour WhatsApp, Instagram, TikTok, qui sont vendues pour plus de 18 000 $. Oui, alors les pirates informatiques, depuis quelques semaines, surtout du côté des pays de l'Est, hein, parce qu'on sait très bien ce qui se passe malheureusement entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi avec quand même le reste du monde et des pays de l'Est, eh bien ils ont besoin de cash, ils ont besoin de liquidité, parce qu'aujourd'hui ils ne peuvent plus travailler comme ils pouvaient le faire avant. Et donc on a des pirates informatiques qui sont en train de vendre des failles très importantes. Alors vous citiez effectivement WhatsApp, Instagram, TikTok, ça c'est pour 18 000 € pièce. Alors d'après les pirates, ça permet quoi? Ça permet soit de faire un reset, ça veut dire de prendre la main sur votre compte de WhatsApp, TikTok, ou alors pour certains cas comme Amazon, pour ce qui est cité, aux alentours de 6 000 $, c'est de permettre d'acheter sans payer. Et il y a même une faille vendue par un pirate informatique, on appelle donc ces fameuses failles Zero Day, qui ne sont pas connues, le jour zéro, hein, si on doit le traduire, qui lui vend ça aux alentours de 4 000 € et qui permettrait de prendre la main sur le blog. Alors imaginez, une fois que vous avez la main sur un blog, vous pouvez faire n'importe quoi, hein. Alors, on termine avec une autre actualité qui vient de chez Zataz. Ce sont des malveillants qui n'ont même plus peur de nous passer des coups de fil. Ah oui, c'est carrément ça, Delphine. On n'arrête pas le progrès. Cette technique, elle est baptisée chez les pirates la technique du « Allô ». Vous savez, « Allô, tu vas bien ?» Eh bien, eux se font passer pour votre banque, se font passer pour une entité comme par exemple Amélie, on l'a vu tout à l'heure. Et que font-ils? Eh bien, j'ai pas mal de lecteurs qui m'ont alerté en me disant « Ben voilà, écoutez, c'est très bizarre. Nous, on a acheté sur des sites de vente en ligne et quelques minutes plus tard, on a été appelé par soi-disant des gens qui se font passer pour PayPal. » Et en fait, la mission de cette technique pirate du « Allô », c'est de se faire passer pour une entité bancaire et là, de collecter le reste des informations que les pirates informatiques n'ont pas. Et ce reste d'informations va permettre quoi? Eh bien, va permettre de faire des virements ou tout simplement se servir de votre compte pour faire passer de l'argent volé ailleurs. Bref, vous devenez une mule, vous blanchissez sans même le savoir. Prudence. Prudence, donc même un coup de fil, ça peut être un piège. Parfois, on ne se méfie pas assez des technologies classiques. Merci beaucoup Damien Bancal, fondateur de Zataz.com, et félicitations, puisque je sais que vous avez reçu le prix coup de cœur du livre au FIC pour Ethical Hacking aux éditions Eni. Je vais y arriver. C'est un projet collectif qui a été récompensé, mais bravo à vous. Voilà, c'était Smart Tech. On a beaucoup parlé de sécurité et de prudence aujourd'hui pour bien démarrer la semaine. Merci à tous de nous suivre en podcast, à la télé et sur les réseaux sociaux. Je vous dis à demain.